Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'aimerais vous informer d'une petite nouvelle qui me fait un peu de peine, mais qui est pour le meilleur du podcast et de ma santé financière. Dans le fond, les podcasts vont cesser de sortir à toutes les 2 semaines, mais je vais seulement sortir un épisode par mois. Étant donné que je suis un étudiant, vous devez comprendre que monétairement, l'argent ne coule pas à flot. Et donc, malgré le fait que j'adore enregistrer des podcasts, j'ai beaucoup de misère à subvenir à enregistrer un podcast, de le sortir à une telle fréquence. Donc, bref, j'espère que vous allez comprendre cette décision. Mais sur un autre ordre d'idée, si vous voulez m'encourager, n'empêche que c'est possible. Et vous avez juste à le faire sur patreon.com/un peu de variété. C'est la meilleure façon de m'encourager. Vous payez un certain montant par mois et vous avez accès à tous les épisodes d'avance en audio et en vidéo. En plus d'avoir une espèce de petite vidéo qui suit, une espèce de petite chronique, un SP and Nichols Chronicle ou un SP and Catherine's Chronicle. Ça, c'est le nom de la nouvelle employée du studio SF, d'ailleurs. Et bref, cette semaine, j'ai reçu Coco Béliveau. Elle est super cool, cette fille-là, elle est super sensible. On a parlé de sujets quand même sérieux. On a parlé de la mort de son père, on a parlé des oliviers, puis on a parlé de Word Up Battle. Donc, c'est un excellent podcast, super intéressant. C'est ça, écoutez, je vous souhaite un bon épisode. J'espère que tout va bien pour vous. Et c'est ça, bon podcast. Fait que est-ce que tu apprécies particulièrement ta voix? J'ai de la misère à m'écouter des fois, ça dépend. Là, comme, mettons, quand on fait des tunes de rap puis qu'il faut faire les ad-libs, la partie où tu fais comme « whoop, skirt j'ai vraiment de la misère. Comme, je les écoute après puis je suis comme « yak, yak, yak ». J'aurais le goût que quelqu'un d'autre les fasse pour moi, mais... Qu'est-ce que t'aimes pas de ta voix quand tu fais des ad-libs? Je sais pas, parce que quand je rappe, j'ai pas de problème. Tout va bien. Je suis comme « yes, ça sonne bien. Oh my gosh ». Tu sais, comme... Même que, tu n'entends pas ta voix comme qu'elle est vraiment dans ta tête parce qu'elle réverbère à travers ton crâne, comme ton crâne est actually en train de changer comment tu entends ta voix parce qu'il y a une vibration qui passe à travers. Puis toi, tu n'entends pas cette vibration-là parce que tu n'as pas mon crâne. En effet. You wish. Non, mais ouais, c'est ça que quand j'entends ma voix enregistrée, là, je suis comme « ah ouais, OK, c'est de même que ça sonne ». Puis c'est différent, ça fait que je peux l'apprécier comme j'apprécie la voix de quelqu'un d'autre. Mais les ad-libs, c'est tellement un moment rapide, puis c'est tellement comme un dénaturé pour moi de faire des bruits comme « wouh ». Genre, je suis tellement pas comme... Je fais pas le genre de personne qui fait « wouh ». Ben, je fais pas « wouh », non. Je fais pas « wouh », je dis pas « skirt ». Tu sais, je me sens tout le temps comme... J'aurais besoin comme un hype man qui fait... ou hype woman, obviously, qui fait mes ad-libs, mais je suis sûre que je vais trouver. Justement, je disais j'allais me faire tatouer tantôt. Par Sandre Sand sur Instagram, qui est une poète / maintenant tatoueuse. Elle fait plein d'affaires. Mais elle fait plein d'art puis tout ça. Puis elle a écrit des tunes pour... Quoi, c'est quoi? Jay Scott? Oui, pour Jay Scott, exactement. Elle a écrit des tunes pour Jay Scott. Wow. Tu vois, elle connaît. Puis Jay Scott, il a travaillé avec Fouki, comme vous savez. Puis Jay Scott, il est vraiment bon. Là. Hier, j'ai passé à travers de tout. Toute sa discographie? Ben, toute, là. Oui, Wow, vraiment. J'ai okay. passé à travers tout. Puis après ça, je suis allée sur YouTube, puis j'ai liké. J'ai liké toutes les vidéos jusqu'en 2014. Ah, ouais. Je suis sûre qu'un matin, il va se réveiller, puis il va checker son YouTube, puis il va avoir comme... Je sais pas combien de vidéos j'ai écoutées, là. Ben, plus que 15, là, c'est ça, parce que j'ai vraiment tout écouté nouveau. Puis, c'est ça. Je me suis fait tatouer par... je sais même plus c'était quoi mon lien. Je suis tombée, j'ai fait comme un saut à comme 3 personnes. Mais oui, Sand elle écrit des tunes, elle vient de commencer. On parlait du hype man. Oui, c'est ça. Elle vient de commencer à écrire des tunes, puis elle aime ça, faire les ad-libs, même que de ce que le gars qui enregistre pour moi... c'est tout connecté, là. Calamine, que tu as reçu aussi comme invité, elle travaille avec Kété Magané, là, qui s'appelle. Ouais, Ket Mag. Puis moi, j'ai commencé à travailler avec Ket Mag aussi. Puis Sand, elle est allée enregistrer avec Ket Mag, puis elle a dit à Ket Mag qu'elle voulait faire juste des ad-libs. Elle dit, elle trippe juste sur ça. Ça fait que quand je vais la voir tantôt, je vais lui demander si elle aimerait ça faire mes ad-libs. J'aimerais tellement ça. Ça me sauverait du trouble parce que moi, si tu voyais à quel point je suis gênée. Puis, tu sais, je suis pas gênée dans la vie, là. Tout va bien d'habitude, mais quand j'ai besoin de me hyper moi-même, il y a un problème. Parce que, tu sais, t'es en train de rapper, puis là, t'es en train d'aller à toi-même, genre, ouh, yeah, go, yes,
comme à toi-même. Ça file juste trop weird. Ouais, c'est vrai que se hyper soi-même, c'est comme un petit peu comme, ben voyons, pourquoi je fais ça? Je suis tombé ridicule. C'est comme, ben du moins quand ben c'est rare que je me hype pour rien. Ouais, c'est ça. Mais comme, c'est juste que ça arrive pas souvent, fait que quand on le fait, on est juste comme, Mais voyons. tu sais, moi, je suis la première personne qui va aller encourager quelqu'un d'autre. Mais m'encourager moi-même, non, je m'haïs. Impossible. Mais je m'haïs pas pour vrai, là. Ok. Mais je veux dire, dans le sens où c'est dur d'avoir l'amour qu'on a pour les autres pour soi-même, je pense. OK. Plus, tu sais, mettons. Mais tu sais, c'est sûr que je m'aime puis que s'aimer, c'est un travail constant, mais moi, j'hyperais plus quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre veut que je fasse ses ad-libs, peut-être. Puis est-ce que ça t'a juste le rap, se hyper soi-même? Est-ce qu'avant d'embarquer sur scène, t'as, mettons pour l'humour, est-ce que t'as un certain besoin de te hyper toi-même? J'avais ce besoin-là avant d'embarquer sur scène, comme je me mettais à genre jumper puis me pomper. Parce que quand je faisais du théâtre, j'avais souvent des rôles où j'avais besoin d'une immense énergie. Tu sais, j'ai joué des hommes, j'ai joué de, tu sais, un personnage célèbre, là. J'ai joué le pape Boniface dans, genre, Mystero Bouffo, que personne ne va connaître, sauf les gens qui aiment vraiment le théâtre, de Dario Fo. Puis c'est comme un énorme personnage, là. Puis, tu sais, je me mettais tout le temps à, comme, aller me chercher, tu sais, mon énergie plus dite masculine, mais peu importe, là. Puis, genre, vraiment me pomper, puis me mettre à faire des coups de poing, n'importe quoi, pour, genre, me booster, puis devenir un peu, genre, adrénaline, testostérone, énergie, whatever, je sais pas trop, là. Puis je faisais ça au début pour le stand-up en me disant, je vais me pomper, puis là, je vais arriver vraiment comme high energy. Mais je finissais tout le temps par m'épuiser parce que c'est pas ma personne, tu sais. Mm-hmm. Ça m'aide pas. Ça, c'est correct pour s'embarquer dans un personnage, mais pour être toi-même, ça fait juste me fatiguer de faire des coups de poing OK. dans la vie. Fait que, à un moment donné, j'étais justement en train de faire ça, puis JC Surette, qui est un autre humoriste du Nouveau-Brunswick, qui est venu me voir, puis il a dit, tu devrais rester immobile avant le show. Puis, tu sais, comme conserver ton énergie. Là. Moi, j'appelle ça faire la bouilloire, là, où tu sais, quand t'es un pot d'eau avec un couvert ouvert, ben, la boucane, elle va partout, là, la vapeur, elle va partout. Tandis que si t'es une bouilloire, une théière, genre de bouilloire avec un petit bout, tu canalises, puis là, ça fait le bruit, tu sais, ça c'est visé, l'énergie est visée. Ça fait que j'essaie de contenir ma vapeur, si tu veux, ça sonne stupide, là, mais j'essaie de me contenir, puis de garder mon énergie pour le sortir au bon moment. Puis c'est plus comme ça que je vais rentrer maintenant. Je trouve que le travail pour être bien sur scène est comme constant maintenant. Au lieu de m'étirer avant un show, je suis juste constamment en train de faire ça tous les jours pour toujours me sentir un peu prête dans la vie. Là. Tu sais, j'essaie de vivre une vie balancée pour pouvoir arriver sur place puis être prête. C'est sûr qu'il y a toujours des préparations d'avant-show, mais plus que j'avance dans la vie, plus que je vois ça comme juste, tu sais, garder mon outil en forme constamment. Tu sais, je pratique plusieurs formes d'art aussi, ça fait que c'est quasiment nécessaire, là. Mm-hmm. Dans le sens où faut tout le temps que je fasse attention à ma voix. C'est ça que j'utilise tout le temps. Genre, je parle, je rappe. Mm-hmm. Puis, mais mon corps est important aussi, là. Tous les morceaux sont importants, bien sûr. Mais tu disais, tu essaies de t'arranger pour que ton outil soit tout le temps le plus affiné possible, le plus facile à utiliser. Comment tu fais ça? Bien, c'est Comment sûr t'as pratiqué que ton là, outil? tout de suite, c'est pas évident dans le sens où une des affaires que je faisais avant la pandémie, c'était je faisais de l'impro pour garder, tu sais, juste cette idée-là de jouer puis de rester sharp en termes de... Tu sais, l'impro, c'est utile en stand-up à plusieurs degrés. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Des fois, tu as besoin de switcher un peu de quoi sur le spot parce que tu es avec l'énergie du public. Ça fait que tu peux pas juste rester complètement rigide dans tes affaires, là. Fait que je faisais beaucoup d'impro au Théâtre Sainte-Catherine, mais pas de l'impro de ligue, l'impro avec d'autres comédiens, avec un autre format qui s'appelle Hors Défi, justement, où on fait des mises en scène, tout, mais ça reste de l'impro, c'est juste pas... le but, c'est de puncher. Ouais, le but, Ok. c'est pas de gagner nécessairement, là, quoi qu'il y a un gagnant, là, mais c'est pas vraiment la même affaire. C'est moins compétitif. Mhm. C'est organisé plus dans une manière où les gens ils travaillent ensemble. Quoique je comprends qu'il y a de l'impro de ligue où ça fait ça, mais tu sais, quand tu rentres dans une mixte, en général, tu as un adversaire. Ça fait que c'est sûr que tu essaies de le descendre. Ouais, ben t'essaies Puis de j'en ai fait scraper de son l'impro de impro. ligue. J'aimais vraiment ça, ouais. Tu essaies de le scraper un peu, puis de shiner. Puis j'en ai fait, mais c'est moins mon intérêt présentement parce que ce que je veux, c'est de jouer dans le positif, puis j'ai pas besoin de tu sais, je trouve qu'on va plus loin quand j'ai pas à essayer de me défendre ou quoi que ce soit. Ceci dit, je faisais de l'impro. Tu sais, c'est sûr que je fais beaucoup d'exercices vocaux. J'avais des activités qui me permettaient de faire ça parce que j'avais une troupe. J'étais dans une troupe de comédie musicale improvisée
en anglais, parce que je parle anglais puis je fais de l'impro en anglais aussi. Je fais les lundis d'impro puis je fais les Sunday night improv aussi, ça fait que j'en faisais 2 fois par semaine. Puis, à moins d'avoir un show. Puis, j'étais dans une troupe de comédie musicale en plus qui faisait des comédies musicales improvisées 1 fois par mois avec un pianiste live puis toutes ces affaires-là. Puis, ça fait que j'avais des pratiques 1 fois par semaine où on faisait les entraînements vocaux puis toutes ces affaires-là. Ça fait que là, je gardais ma voix. Tu sais, à travers de mes activités puis de ma vie, je réussissais à comme balancer toutes mes affaires puis de me garder en forme de cette manière-là. Puis c'est sûr que quand les gyms étaient ouverts, j'allais beaucoup au gym puis toutes ces affaires-là juste pour... Canaliser ton énergie. Ouais, tu sais, comme quand je... Puis il n'y a rien qui est pour rien, tu sais, même... Tu sais, aller au gym, quand je suis sur la machine elliptique, ça me donne le moment de réfléchir à mes idées. Tu sais, comme quand tu te fais à faire de quoi d'automatique, commence les affaires, comment juste à venir. Tu sais, tu fais la vaisselle, c'est sûr que tu vas te mettre à penser à des affaires. Même ça bol, des fois, j'ai des idées de génie, tu comprends? Mais de génie, c'est comme... C'est comme, oh shit! Holy shit. Là! Holy shit, oh, pour vrai. Wow. Mais, ouais, c'est ça. Ça fait que, tu sais, j'ai toutes ces affaires-là qui venaient compléter. Même Instagram, c'est un outil de travail à un certain degré. Quand j'y vais pas pour scroller, quoique des fois, j'y vais pour scroller, mais j'y vais pour faire une story puis travailler dans le monde, dans le vrai monde, des idées, tu sais. Puis quand est-ce que j'ai une bonne idée, mais je la sauve en highlight, puis après ça, je peux aller repiger là-dedans, retransformer des idées, même affaire avec des posts Facebook. Ça fait que j'avais comme des habitudes, mettons, moi j'ai un planner là, de tous les jours que j'écris dedans. Là. Puis je fais la technique de comme 3 affaires tous les jours pour avancer ta carrière. Fait que puis ça peut être des vraiment petites affaires, là, comme ça peut être n'importe quoi. Genre, une affaire, ça peut être écrire un post. Ben, à chaque fois que j'écris un post, j'écris une joke. Ça fait que je travaille plein d'idées de jokes. Ça fait que là, je me ramasse avec peut-être 6 idées de jokes dans un document. Je prends la meilleure de ce jour-là, je la poste. Des fois, j'ai posté toutes, je m'en fous. Tu sais, l'idée, c'est qu'il y ait une interaction pour voir qu'est-ce que les gens trippent dessus. Puis, pas que je le fais pour les autres, mais tu sais, ça m'aide à me diriger dans qu'est-ce qui résonne avec le monde. Plus que, tu sais... Parce que quand ça résonne avec le monde, c'est sûr que c'est inspirant pour moi de dire, OK, ça vient chercher quelqu'un. Comment est-ce que je peux aller les chercher plus? Puis comment est-ce que je peux évoluer l'idée dans le monde? Puis comment est-ce que je peux changer les mentalités ou whatever? Parce que souvent, c'est ça ma mission. C'est ça ta mission, souvent? Ben, tu sais, quand j'écris, c'est ça que si, au cours d'un number, je peux dire de quoi qui va faire oh shit, yeah, c'est vrai. Il faudrait que ça change. C'est sûr que ça me fait triper, mais... Tu sais, je dis mission, mais c'est sûr que c'est pas nécessaire. J'ai plein de numbers qui changent rien. Là. J'ai un number sur Netflix là, où j'ai qui fait juste des jokes sur la télé, mais moi, ça m'allume. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Puis si je veux vivre en accordance avec mes valeurs, ben c'est sûr que je veux avancer le féminisme ou je veux avancer ces affaires-là. Mais c'est c'est pas nécessairement le but, mais ça me fait plaisir quand ça arrive. Mais c'est ça. Fait que je fais comme des petites listes de des petites affaires que je peux faire tous les jours pour avancer dans mes affaires. Fait que ça fait que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire comme mes affaires en même temps pour que si j'avais juste une affaire, je pense que je la finirais jamais. OK. Je la finirais jamais parce que je viendrais bloquer, puis là, je me sentirais stressée, puis il y aurait trop de pression. Tandis qu'avoir comme mes 3 projets qui roulent en même temps, mettons, OK, là, je travaille un EP, fait que je vais faire, je travaille ma tune un peu, puis là, comme pendant que je suis en train de faire ma tune, je vais penser à une idée pour mon autre affaire, je vais aller avancer mon autre affaire un petit peu. Puis tout finit par s'avancer un petit peu, puis je trouve dans chaque chose des choses qui viennent débloquer les autres choses. En tout cas, mon idée est bien longue. Mais... J'ai 2 questions pour toi. La première, c'est quoi une comédie musicale improvisée? Qu'est-ce que c'est? Facile, c'est une comédie musicale. Non, mais comment ça marche? Comment ça se passe? Comment ça marche? Bien, il y a un format que Adina, qui est la chef de notre troupe, les Jazz Hands, que vous pouvez aller checker sur Facebook. Je pense qu'il y a peut-être des extraits aussi. Là. C'est sûr qu'on les filme toutes, mais ils sont pas tous sur le web, évidemment, parce que c'est supposé être un happening. Mais il y a des formules à ce qui est une comédie musicale. Quand tu regardes une comédie musicale, tu es capable de découper comment une chanson est faite. Fait que nous autres, dans le fond, on pratique des formats. Quand on pratique, on va se réchauffer puis tout, puis on va pratiquer, mettons, des exercices où on se lance des rimes puis des niaiseries de même avec le pianiste. Fait qu'il y a toujours une mélodie, puis on apprend à suivre la mélodie de l'autre, puis toutes ces affaires-là, juste à travers de pratiquer. Mais... il y a vraiment des sortes de tunes. Tu sais, comme la tune dans Les Misérables, à la fin, où ils se mettent à toutes chanter leur tune en même temps? Oui. Fait que tout le monde a une tune individuelle. Bien, ça, on le pratique. Fait qu'on fait comme dans un impro. La manière que tu sais que la tune va décoller, là, c'est qu'on se le lance. Il y a une personne qui dit une opinion comme « Moi, je veux la marier ». Puis là,
L'autre personne dit une opinion, puis il devrait pas se marier. Puis là, la troisième personne dit, moi, je care pas s'il se marie, je veux ceci. Puis là, tout le monde, la première personne va, à cause qu'on sait qu'on a toutes les trois dit une opinion différente, la première personne va se mettre à chanter, puis là, le pianiste va décoller parce que c'est ça le cue. Va se mettre à chanter sur comme je l'aime, nanana, nanana, sur une mélodie. Puis là, toi, la prochaine personne qui est la personne qui est comme non, faudrait pas qu'il se marie, tu vas aller dans un autre ton. S'il a été percutif, tu le sais que toi, tu peux aller plus bas, plus lent, whatever. Tu essaies juste d'avoir de quoi qui est différent parce que le pianiste, il continue sur la même mélodie. Puis là, la troisième personne chante sa partie qui va sûrement être une partie plus humoristique, dépendamment de quoi ce que c'est, mais on comprend que ça marche, fait qu'on souvent on le fait de même. C'est comme des verses. C'est comme des featuring. Puis là, quasiment. on décolle tout en même temps parce que là, tout le monde a fini leur bout puis on sait que ça va être 8 mesures, mettons. T'sais, on suit la première personne. T'essaies de suivre la première personne. C'est jamais parfait, mais tu le fais. Puis, mettons qu'elle l'a fait en 8 temps ou 16 bars ou peu importe. Là. Toi, tu fais la même affaire puis là, tout le monde décolle en même temps. Ou quand tu fais une tune d'amour, il y a une structure aussi. Première personne fait de quoi, tu essaies de rimer dessus. Puis là, après ça, il y a, mettons, en tout cas, première personne chante un 4 lignes, deuxième personne chante un 4 lignes. Et là, la première personne chante 2 lignes et lance un rime à l'autre personne qui va chanter 2 lignes en rimant. Et là, après ça, blablabla. Tu sais, comme il y a 1000 structures, mais on essaye de se comprendre sur comment on va décoller chaque structure à travers des affaires. Elle a eu une formation à New York, que je me rappelle pas c'est quoi le nom à ce moment. Mais elle a appris toutes ces affaires-là. Elle était dans une troupe là-bas qui s'appelait Law and Order. OK. Qui est un excellent jeu de mots. Puis il faisait juste des affaires qui se passaient avec des avocats. Puis Puis là, elle est revenue à Montréal, puis elle nous a appris à nous autres. Moi, je suis tombée dans cette troupe-là un peu par hasard parce que je chantais tout le temps dans les impros, que j'aime ça. Puis elle m'avait vue. Puis je jouais avec 2 des autres personnes qu'elle connaissait déjà. Ça faisait longtemps. Ça fait qu'ils m'ont invitée, mais à la base, j'étais pas dans le projet. Okay. Mais j'ai fini par me ramasser dans ce projet-là qui je trouve qu'il est vraiment magnifique. Mais c'est comme ça que ça se construit. Puis on a des formats dans le sens où quand on fait un show, normalement, les derniers formats qu'on faisait, on a fait tous les genres de films. Fait qu'à chaque mois, on décortiquait un peu c'était comment ce qui est... parce que c'est long form quand même. Quand tu fais un impro long form, tu as besoin d'avoir un plan de match. Tu sais qu'il va y avoir plusieurs scènes au début où on introduit des personnages. Ensuite, quand on réalise qui c'est le personnage principal, il y a quelque chose qui a besoin d'arriver. Puis là, il y a besoin d'avoir une force opposante. Puis on a comme un découpage de c'est quoi le build-up de peut-être un western ou un film d'horreur ou blablabla. Ou qu'est-ce qui arrive ou quand ça... Ça fait qu'on faisait ça au début. Puis là, maintenant, ce qu'on fait, c'est... Your Life, the Musical, c'est des comédies musicales basées sur des gens dans le public. Fait qu'on va leur poser 3 questions parce que t'as pas besoin de beaucoup d'informations pour reproduire la vie fictive de quelqu'un parce qu'on s'entend que ça sera pas parfait. Puis on leur pose 3 questions, puis après ça, on décolle. Je me rappelle pas exactement c'était quoi toutes les étapes à une vie, mais en tout cas, on se rend tout le temps à rapper à pas mal 1 heure, puis il y a un gros timer en haut. Là, fait que c'est sûr qu'à 45 minutes, on est comme OK. Là, il faudrait que... On commence à closer. On commence à régler le problème, puis que là, OK, là, il y avait ça qui avait arrivé. OK, je pourrais faire ça. Mais c'est de la pratique, c'est beaucoup de pratique. Je vois. Puis mon autre question, c'était, tu dis qu'un de tes buts, ce serait de faire avancer les choses par, admettons, ton art. Admettons, quand tu étais plus jeune ou quand tu as vraiment découvert ce que tu aimais dans les arts, est-ce que tu aimais des artistes qui faisaient ça? C'est une bonne question parce que je suis pas sûre que j'aimais tant ça quand j'étais plus jeune, mais tu sais, j'étais pas féministe quand j'étais plus jeune non plus parce que je savais pas que c'était quoi, puis je savais pas qu'il y avait de l'injustice. Je ressentais qu'il y avait de l'injustice à quelque part. Tu sais, je savais qu'il y avait comme de quoi qui se passait. Là. Tu sais, c'est pas normal que t'as genre, je sais pas à quel âge je me suis fait dire tu devrais raser tes jambes, mettons. Là. Mais des affaires de standard de beauté de femme, puis nanana. En tout cas, je me rendais compte qu'il y avait de quoi qui me dérangeait. Mais je pouvais pas mettre le doigt dessus, puis ce qui me faisait rire nécessairement quand j'étais plus jeune, c'était probablement des choses absurdes. Quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'aimais vraiment l'absurde. Puis je faisais juste des liners absurdes. Je faisais que des liners absurdes. Ça sonne complètement ridicule quand j'y pense maintenant parce que je trouverais ça impossible d'écrire de même master. OK. Mais tu sais, on évolue en tant que personne. Puis je pense qu'en arrivant, j'ai commencé à être plus féministe à l'université, bien sûr. Puis je connaissais pas vraiment d'artistes qui représentaient nécessairement ce que j'avais besoin d'entendre, mais j'aimais beaucoup. Il y avait beaucoup de femmes que j'aimais, par exemple, tu sais.
sais, j'ai tout le temps aimé Sarah Silverman. Puis même, Sarah Silverman est beaucoup plus rough dans ses opinions. Elle est moins rough maintenant, mais à ce moment-là, elle était beaucoup plus rough que ce que moi, je tripais dessus, mais tu sais, elle me faisait vraiment rire pareil. Puis j'avais moins... en tout cas, là, je suis vraiment dans le politically correct, c'est ça, mais j'aime beaucoup Sarah Silverman. OK. En tout cas, c'est ça. En tout cas, ça fait que j'avais pas vraiment d'exemple nécessairement de ce que j'avais envie de faire, sauf peut-être George Carlin, tout ça que j'ai tout le temps aimé. J'ai tout le temps aimé George Carlin parce que mon père trippait dessus, puis j'ai un livre avec tous ces numéros dedans que j'ai lu plusieurs fois. Puis j'ai tout le temps aimé. Pour être fair, oui, il y avait quelques humoristes politiques que j'aimais beaucoup, mais en même temps, il y en avait pas. C'était pas les plus populaires, ça fait que c'est rare qu'on les voyait à la télévision. Puis j'écoutais beaucoup de Comedy Network puis tout ça, Comedy Central. Puis en arrivant à l'école d'humour, en étant mixé avec la batch de monde que j'allais pas dire les gars parce qu'il y avait presque juste des gars. Est-ce qu'il y en a qui sont encore dans le milieu? Presque tout le monde est dans le milieu. Là. Colin Boudria était dans ma cohorte, Alexandre Forêt, Charles Pellerin, Simon Boisvert, Jay Fournier qui fait la première partie de Guillaume Pinot. Qui d'autre? Écoute... je veux pas oublier personne parce qu'il faut se fâcher. Quand même pas mal de monde. Mais, tu sais, il y a la moitié que je les vois moins, là, mais tout le monde est quand même semi-actif, dépendamment. C'est juste que, tu sais, tu croises pas tout le monde non plus, là. Ceci dit, il y a au moins la moitié qui sont encore là. C'est sûr, là. En tout cas, on verra après la pandémie, mais en étant mixé avec eux autres, au début, tu sais, je faisais ce que j'avais l'habitude de faire, qui était d'être absurde ou de parler d'affaires lourdes. Là. Tout le monde trouvait que j'étais lourde au début. Ah ouais? OK. Ben, tu sais, tu racontes ta vie à un certain degré. Tu as comme envie de la raconter, mais c'est pas toujours habile. Fait que je me ramasse à... Tu sais, puis moi, quand je suis arrivée à l'école d'humour, je venais juste de partir de... pas chez mes parents, mais oui, dans un sens, parce que j'ai été à l'université. Je suis partie de mes parents. Je suis venue à Montréal. Mon père est tombé malade. Je suis retournée au Nouveau-Brunswick m'occuper de mes parents quand les deux avaient le cancer. C'est pas triste, mais en tout cas, c'est vrai. Puis je me suis occupée d'eux autres pendant quand même une longue période de temps. Puis avant que mon père décède, lui, il savait que c'était son temps, il s'échappait, là, comme ça allait finir. Fait qu'avant, peut-être 5 mois avant qu'il décède, il a fait comme, OK, je pense que tu devrais partir puis faire tes affaires, parce que ça s'en vient sur la fin. Puis j'ai fait, t'es tout ça, puis il était comme, oui, j'aime, comme tu peux pas être ici pour toujours, puis j'aimerais ça que tu aies l'opportunité de faire tes affaires. Fait que j'ai appliqué pour l'école d'humour puis je suis rentrée. C'était quoi qui t'appelait à l'école d'humour? Qu'est-ce qui m'appelait? Bonne question. Ben, tu sais, quand je faisais du théâtre, j'avais tout le temps vraiment envie d'être drôle. Puis tu sais, fallait vraiment être sérieux, puis il fallait parler d'une certaine manière, puis fallait pratiquer son français normatif, puis il fallait changer, il fallait rentrer dans une boîte selon ce qu'ils nous apprenaient, là. Tu sais, je sais que c'est pas nécessairement le cas. Mais moi, j'avais envie d'être drôle, puis il me poussait à être vraiment sérieuse, puis j'ai été excellente dans le dramatique. Tu sais, j'ai joué Clytemnestre dans Iphigénie, puis je l'ai rocké en tabarnak, là. Elle dirait jamais ça. Mais j'ai fait, tu sais, la tragédie grecque. J'ai fait, écoute, j'ai pas eu beaucoup de rôles comiques. Quoique, quand ce qu'il me les donnait, je faisais vraiment bien, mais il voulait que je m'éloigne de ça parce qu'il savait que c'était ma force. Fait qu'il me poussait tout le temps. Puis j'étais vraiment tannée vers la fin. J'avais envie. Une autre affaire, c'est que j'avais tout le temps envie de changer les répliques. J'avais tout le temps envie de dire, j'étais comme, hey, la réplique, elle serait vraiment meilleure de même. Ça serait plus efficace. Puis là, il était comme, tu peux pas changer les répliques, c'est les mots de l'auteur, faut que tu interprètes les mots de l'auteur. Puis j'étais comme, ouais, mais je pourrais juste changer juste un petit peu, puis ça sonnerait plus comme, tu sais, de même. Puis il était comme, non. Puis là, ça me gossait tout le temps. Puis, tu sais, je respecte beaucoup le travail des auteurs, puis tout ça, mais j'avais vraiment. Je pense que j'avais juste envie d'écrire dans le fond, puis j'avais envie de dire ce que j'avais envie de dire, puis ça commençait juste à ressortir de plus en plus à mesure que j'avançais. Fait que à un moment donné, j'ai fait du stand-up dans les bars à Moncton un peu, puis j'ai fait une compétition de stand-up là, juste pour avoir des billets gratuits pour une affaire, parce qu'ils donnaient des billets pour de festivals si tu le faisais. Puis François Simard de Juste pour Rire Management, il jugeait le concours, là, puis il était venu me voir pour me dire, tu devrais vraiment aller à l'école d'humour. Puis j'étais comme, l'école d'humour, that sounds fake as fuck, là. Comme impossible que ça existe, cette école-là, vieux monsieur. J'étais vraiment comme pas, j'étais pas rude de même, mais dans ma tête, j'étais comme, ça existe pas, c'est sûr, là. Il a essayé de me scammer. Puis j'ai un ami qui est allé finalement, puis il m'a dit, tu sais, Coco, t'aimerais vraiment ça, tu devrais venir ici. Puis j'ai boqué pendant vraiment longtemps, mais je suis venue sans savoir que j'allais vraiment aimer ça. Même si
tous les éléments un peu de ma vie étaient en train de me dire, connectaient un peu sur cette affaire-là. Puis même dans, tu sais, quand je regarde mes journaux intimes de quand j'étais jeune, là, j'écrivais, tu sais, je voulais être un auteur, je voulais faire de la scène. Tu sais, tous les éléments étaient là, c'était juste que je les connectais pas de la bonne manière. Fait que je sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui m'a appelé, mais par la force de faire des choses, je suis venue à ça, tu sais. Wow. OK. Puis tu disais que quand tu faisais du théâtre, tu avais souvent le rôle de faire des situations plus dramatiques. Tu disais que ton matériel de stand-up, au début, c'était très absurde et très lourd. Ben c'est ça. Est-ce que l'aspect lourd, ça venait du fait que tu étais habitué de faire des affaires plus dramatiques? Ben possiblement. Puis, tu sais, ma vie était dramatique à ce moment-là. Comme je disais, tu sais, mon père était mourant. Pendant tout le premier semestre, je savais qu'il allait mourir. Mm-hmm. Puis, il est mort pendant le premier semestre aussi. Il est mort... il est mort à l'Halloween. Comment ça t'a marqué? Ben, tu sais, j'ai fait mon vendredi ce jour-là. Il est mort pendant les vendredis, on fait des stand-up devant notre classe. J'ai fait mon vendredi. J'ai fait mon number, puis là, j'ai vu que j'avais un appel manqué. Ça fait que, tu sais, puis l'école était avertie que. Ils savaient, là, que mon père était malade. Puis, tu sais, quand il y a eu. Ma mère, elle m'appelait jamais. Fait que. OK. Ma mère, elle aime pas ça parler au téléphone, puis, tu sais, elle sait que je suis à l'école le jour. Fait qu'elle m'appelait jamais le jour, mais elle m'appelait s'il y avait un problème. Puis, c'est la première fois qu'elle m'appelait. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr que c'est ça. Fait que je suis sortie pour aller checker. J'ai dit, je me suis excusée de la classe, puis je suis partie checker. Puis justement, il avait tombé. Puis lui, il avait le cou cassé. Là. Il avait le cancer des os. Ça fait que son cou était cassé, mais comme ça pouvait pas guérir, ça fait qu'il y avait un neck brace. Ça faisait tellement longtemps qu'il l'avait. Mais juste juste vivre avec le cou cassé. Là. Puis il avait comme glissé. Puis ben ça avait snappé complètement. Fait que là, il était comme en coma. Il était en coma. Puis... ben, tu sais, je sais pas comment j'en suis venue là, mais je savais que ça allait finir parce que, tu sais, j'ai fait son testament avec lui, puis, tu sais, il voulait se faire débrancher, puis ça fait que je savais qu'elle allait débrancher. Puis, je suis partie de l'école, je pense, 2 semaines. Là. À la base, Louise, elle voulait que je prenne un mois d'école off pour prendre mon temps, là. Mais moi, j'étais comme... J'avais fini avec ça. Tu sais, ça faisait tellement longtemps qu'il était malade qu'à quelque part, j'avais fait mon deuil pendant que j'étais déjà avec. Tu comprends? Je savais qu'il s'en allait. J'ai été privilégiée. Tu sais, moi, j'ai 3 sœurs, mais c'est moi j'ai eu sa dernière année de vie avec lui. J'ai eu toutes les dernières histoires, toutes les affaires il nous racontait plein d'affaires parce qu'il essayait de sortir toutes les affaires qu'il n'avait pas dit puis de se rattraper sur le temps perdu. Fait que, tu sais, j'avais fait mon deuil dans le sens où j'étais comme... Tu sais, j'ai eu le plus gros bout du bâton à un certain degré. Je pense que mes sœurs étaient fâchées même à ce moment-là parce que mon père, il voulait pas voir personne vraiment. Parce qu'il voulait que les gens se rappellent de lui comme quelqu'un en santé. Mais moi, j'étais privilégiée dans le sens où j'ai pu passer ce moment-là avec lui. Puis, je suis partie pendant 2 semaines au lieu d'1 mois parce que j'ai été faire les funérailles puis j'ai été régler des affaires. Puis, je suis revenue parce que je voulais pas perdre du temps. Tu sais, c'est 16 000 $ l'école, mais c'est pas juste ça. C'est que je m'étais dit, non, là, j'y vais à fond, puis je vais finir, tu sais, je vais faire ce que je suis venue pour faire. Comme, je pense que ça m'a peut-être plus motivée qu'autre chose. Tu sais, ma mère, j'ai écrit un numéro sur mon père à un moment donné parce qu'il m'avait donné, tu sais, juste avant que je débarque du char pour aller dans mon appart à Montréal, il m'a dit, tu sais, t'as la permission d'écrire sur n'importe quoi si tu veux, t'es sous n'importe quelle lumière, tu sais. Je serais honorée que t'écrives des blagues sur moi, puis j'étais comme, OK, cool, merci. Puis je l'ai faite par la suite. Puis ma mère a dit souvent, tu sais, qui c'est qui a besoin de mourir pour que tu écrives un bon numéro. Mais j'en ai écrit d'autres, là, puis il n'y a personne qui est mort. Là. Mais c'est juste pour dire que je pense que la meilleure manière d'honorer quelqu'un, tu sais, c'est de se faire une belle vie. C'est vraiment quétaine. Mais c'est vrai, pareil, tu sais, je pense pas qu'il aurait voulu que... Puis j'ai eu de la peine pendant longtemps, pareil. Même les gens à l'école, je pense pas qu'ils comprenaient parce que j'arrivais... Moi, je comportais... Tu avais quel âge quand tu es arrivé à l'école de l'humour? Je pense que j'avais... OK, c'était 2016. Là, j'ai 29. C'est en 2016? Quelqu'un peut-tu faire un calcul pour moi? Là, j'ai 29. C'était 2016. Là, c'est il y a 5 ans. Ouais, c'est que j'aurais eu... T'as 29? J'ai 29. T'aurais 24. 24. J'avais 24 ans. Je peux pas calculer dans ma tête. Okay. Je suis dyslexique, c'est pour ça. Mais sur papier, je suis vraiment bonne. OK. Ouais. Pas de problème. Écoute. Mais comment c'était de vivre le deuil
quand ton père était encore vivant, le deuil de ton père quand il était déjà là, ce que tu disais? Ben, tu sais, c'est ça que je trouve que c'est presque la meilleure manière de le faire, même si c'est vraiment long, là. Tu sais, c'est ça que quand est-ce que quelqu'un t'est enlevé par surprise, il y a beaucoup de regrets. Il y a des choses que tu aurais voulu avoir le temps de dire, puis que t'as pas dit. Tu sais, tu peux t'avoir chicané avec la personne la dernière fois que tu les as vus, là. Mais tu fais pas ça quand tu sais que la personne va mourir. Ceci dit, c'est pas que j'ai pas eu de chicane avec, là, tu sais. J'en ai eu, mais c'est parce que mon père, c'était quelqu'un de vraiment très sévère. Ben, mais c'est des parents. C'est des parents. Si t'as jamais eu de chicane avec tes parents, la grosse affaire, c'est qui était dure, c'est que la dynamique a changé. Moi, je suis devenue, à ce moment-là, sans le vouloir, le parent de mes parents. Ça arrive à tout le monde au cours d'une vie. Quand tes parents ils deviennent vraiment plus vieux, à un moment donné, c'est toi qui s'occupe d'eux autres. Puis là, à cause de mes deux parents étaient malades, ben c'est ça qui était le cas. T'sais. Moi, je m'occupais d'eux autres, puis mon père, il était juste pas prêt à ça. Fait qu'il se boquait tout le temps. Genre, mon père, il avait juste un bras, ça fait qu'il pouvait pas... Il s'est fait amputer un bras. OK. À cause du cancer des os. Puis il pouvait pas cuisiner ou quoi que ce soit, c'est que je faisais toutes ces affaires-là. Mais il se tenait derrière moi, puis là, il me disait tout le temps exactement quoi faire. Puis à un moment donné, c'était comme... Je peux-tu le faire ou tu veux... Tu sais, tu comprends-tu que j'essaie de faire tout, là, puis que tu sais, il me criait après des fois, là. Non, pas de même. Non. Wow, là. J'essaye, là. Je suis en train de faire des affaires pour toi. Puis j'ai comme eu une switch de... Il y avait comme un pouvoir qu'il voulait pas perdre pendant tout le long. Puis tu sais, mais à un moment donné, il a fallu qu'il lâche parce qu'il s'est rendu compte comme si c'est pas moi... C'est plate à dire, mais s'il était pas fin, je pense que personne ne l'aurait aidé, là, parce que, tu sais, des fois, il était assez rude. Là. Mm-hmm. Puis j'ai patienté beaucoup parce que, tu sais, je comprends que ces médicaments, ils le rendaient vraiment coucou par moment. Mais je pense que overall, ça a valu vraiment la peine, même si, tu sais, mon père, il a dû accepter qu'il allait être plus vulnérable puis qu'il pouvait pas être fort, tu sais, la personne forte maintenant dans l'affaire, mais il y a eu un switch à ce moment-là dans ma vie. Parce que moi, je suis une des plus jeunes de la famille, là, des 4 filles, je suis la 3e. Puis j'ai été le bébé pendant longtemps. Puis là, ça a fait comme un... Je pense que je suis même devenue une autre personne. Je sais pas ce qui est arrivé, là, mais j'ai comme cliqué sur à quel point c'est sérieux la vie, là. Pas que c'est sérieux, là. Je suis quand même nihiliste dans un certain sens. Je pense pas que la vie a vraiment réellement un but, là. Une nihiliste extrêmement productive, mais en tout cas. Mais j'ai comme fallu que je devienne responsable pour moi-même, puis pas que mes parents étaient responsables pour moi quoi que ce soit avant, mais je m'occupais définitivement pas de ma personne. Tu sais, j'étais vraiment en train de faire n'importe quoi. Okay. J'étais all over the place, puis il y a eu comme on dirait que ça a donné une profondeur à tout ce qui nous entoure, puis je pense que c'est actually là que j'ai appris la gratitude. Puis c'est comme... La gratitude, c'est quelque chose que... Ça transforme des vies, là. Mm-hmm. Pour vrai, là. Genre, ça change tout. Puis j'ai vraiment plus apprécié mon temps que j'avais. Même que je l'aurais apprécié plus parce que là, je suis une experte de la gratitude. Mais à ce moment-là, j'étais une beginner. Mais j'ai vraiment apprécié ça... Je pense que tout le monde... Je souhaite de la souffrance à personne, mais je pense que les gens qui ont beaucoup souffert sont souvent des personnes qui passent à travers, là, évidemment, parce que là, tu peux rester pris, là, puis là, ben, là, ça spirale. Il y a moins de gratitude à ce moment-là. Oui, ben, tu sais, la gratitude, c'est une des clés, là, pour s'en sortir. Mais je pense que les gens qui ont souffert, ça donne tellement des humains de qualité. Même que, tu sais, Kat Levac, elle a écrit un numéro là-dessus où elle dit « J'ai jamais eu de grande souffrance », puis des fois, je me demande si, tu sais, à un moment donné, je vais manquer d'affaires à parler, tu sais. Mm-hmm. Puis je voudrais pas souffrir juste pour avoir de quoi dire non plus, là, mais je pense qu'avec toute la souffrance que j'ai eue, je vais pas manquer de rien, là. Mm. J'ai plus besoin de souffrir. C'est fini pour moi. Mais, tu sais, il n'empêche que la souffrance, pour certains, c'est de l'inconfort. Puis on va s'entendre pour dire que l'humour n'empêche un milieu où est-ce que, ben comme, quand tu essaies des nouvelles jokes, tu es dans un certain inconfort que, mettons, si tu te fais happer par le fait qu'il y a personne qui rit, tu es dans une situation d'inconfort. Fait que, tu sais, c'est quand même particulier que tu retournes à ça. Mais je pense que ça m'a jamais dérangé, ça, okay. d'être mal. Parce que toutes les affaires que j'ai faites dans ma vie, là, j'ai jamais été bonne. Quand je faisais de l'impro, quand j'étais jeune, j'étais pourrie. Je me faisais jamais prendre sur l'équipe.
À un point où je pense, à un moment donné, j'ai braillé. Là. Je pleurais. Puis là, le coach, il a fait OK, tu peux venir regarder les pratiques. Puis j'étais comme oh, merci. Puis j'apportais mon petit cahier, puis je prenais des notes. Puis j'étais comme un jour, je vais être sur l'équipe. Tu sais. Puis là, on parle de secondaire. Il faut être vraiment pourri. Là. Oui, j'ai fini par même être capitaine de l'équipe d'impro, puis tout. Mais ceci dit, tu sais, j'étais vraiment pas bonne. Je me faisais jamais prendre, puis on s'entend que tout le monde au secondaire est pas bon, là. Fait qu'il fallait vraiment que je sois pas bonne. J'étais pas bonne pour vrai. Puis je suis devenue vraiment... je me suis beaucoup améliorée. Je veux jamais dire que je suis une grande joueuse d'impro, mais tu sais, j'aime beaucoup ça. Puis... n'importe quoi, le rap, au début, j'étais vraiment pourrie. J'en ai fait pendant longtemps en privé avant d'en faire en public. Le stand-up, j'étais comme je dis, dans ma courte, au début, tout le monde trouvait que j'étais lourde. Ben c'est parce que j'étais lourde. J'arrivais avec des affaires que moi, je trouvais ça puissant, puis j'étais pas capable de les livrer. Puis je bossais tout le temps mon temps. On se fait un 5 minutes, je faisais comme un 10-12. Puis tout le monde était comme, vas-tu faire 12 minutes à chaque cours sur une histoire triste, là, tu sais? Puis je l'ai fait pendant plusieurs semaines. Puis c'était ça l'exploration de mon affaire. Puis je travaillais, je restais après l'école, puis je checkais les parties qui marchaient, puis je checkais les parties qui marchaient pas. Puis je suis juste quelqu'un comme ça. Ça me dérange pas que ça soit pas bon. Ça me dérange pas que t'aimes pas ça. Ça me dérange pas qu'il y ait un malaise. Tu sais, j'en ai eu des malaises devant le public. J'en ai de moins en moins, mais c'est parce que je comprends à chaque fois de quoi. Mais reste que j'ai eu des shows là, où ça a presque pas ri, où j'ai commencé à pas paniquer nécessairement sur scène, mais à figer parce que j'étais comme ça marche pas ce que je fais. Puis... Mais ça m'a jamais détruit. Ça me dérange pas assez pour que j'arrête de le faire. OK, t'es perfectionniste dans le fond. Ben, je suis perfectionniste, oui. Mais je pourrais... S'il y avait un diagnostic que c'était ça, puis je pense qu'il y en a un, je l'ai. OK. Ben, ma psy m'a dit que je l'étais. Ah oui? Bon. T'as fait le prochain stand-up. Qu'est-ce qui t'a mené à vouloir faire cette émission-là? La pandémie! Ouais? Ben, tu sais, en même temps, au début, moi, j'aime pas ça. Je suis pas compétitive, là. Comme, j'ai beaucoup aimé l'émission. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. Mais dans ma tête, logiquement, tu sais, comme si quelqu'un me disait, OK, aujourd'hui, vous allez combattre pour garder votre job. Tu sais, j'aurais fait non, tu sais. Comme si ça avait été une compétition de qui a la meilleure peinture, j'aurais été comme c'est trop subjectif, je peux pas participer à ça. Puis ça me stressait beaucoup parce que j'avais peur que j'allais arriver là, puis que j'allais être rejetée. Puis moi, mon art, c'est mes valeurs. Tu sais, j'exprime mes valeurs sur scène, là. J'arrive, puis je suis comme, hey! Les femmes devraient traiter... Ou non. Puis j'étais comme, s'ils me disent non, je vais me sentir comme si mes valeurs sont pas valides. Puis non. Puis j'en parle avec ma psy, puis elle m'a dit... je parle beaucoup avec elle. Mais... ben, tant mieux. Ben oui, je l'aime. Puis elle m'a dit, tu sais, si toi, t'aimes ce que tu dis, tu sais... c'est pas supposé de t'affecter ce que les autres pensent, puis tu sais, ça veut rien dire. Une grosse conversation. Puis j'ai fait comme... Ouais, all right, c'est vrai. Si moi, je suis content de ce que... Parce qu'à bas, j'ai dit, ben là, ils vont rejeter mes valeurs. Puis elle dit, ben écris de quoi qu'ils vont aimer. Puis là, j'étais comme, mais non, je vais pas écrire pour eux autres. Puis elle était comme, ben voilà. Tu sais. Fait que je suis allée en me disant... tu sais, en regardant les points positifs de l'affaire, en se disant, OK, là, tout de suite, il n'y a pas de show devant public. Je vais pouvoir faire des shows devant public. Ça fait que, tu sais, c'est déjà un très privilégié de pouvoir voir du monde, puis d'avoir des rires en feedback. Là, il y a eu une couple de mois où il n'y avait vraiment pas rien. Puis, tu sais, les Zooms, on s'entend qu'on n'entend pas les rires sur les shows Zoom. Ah, puis, je veux dire, la moitié du monde est mal à l'aise. Ben, de rire, comme moi, je veux dire, quand j'écoute un show Zoom, je suis devant mon écran. Ben, c'est ça, c'est comme écouter Netflix. Je vais pas me mettre à me taper, ha. Comme, c'est pas un réflexe, du moins, de mon côté. Mais non, je comprends. Puis, tu sais, j'ai développé... Là, je commence à être... on est rendu quasiment sur la fin, puis je commence à être bonne au show Zoom. Là. Comme, okay. Je commence à comprendre comment... faire que ça soit pas une torture mentale où qu'après je ferme mon écran puis je suis seule chez nous puis je suis déprimée. Mais puis tu sais, je pense que je le fais bien aussi là, mais en tout cas, peu importe parce que éventuellement on aurait pu en faire. Mais je me sentais privilégiée d'avoir des rires à ce moment-là. Puis tu sais, quand t'enlèves les rires, là, c'est beaucoup là, pour une... Tu sais, comme... On vit quelque chose de vraiment cathartique plusieurs soirs par semaine, puis là, c'est complètement retiré. Là, c'est sûr que t'es pas bien, là. Fait que j'étais vraiment comme, OK, je vais avoir la chance de faire ça, tu sais, puis au pire, je vais être éliminée, puis il y a toujours l'affaire d'être payée aussi. Ça aide. Ouais, ça aide beaucoup. Fait que j'ai fini par me dire,
je vais avoir une plateforme pour exprimer mes valeurs, puis au pire, tu sais, je vais rentrer chez nous, puis je prévoyais partir la première semaine. Là. Dans ma tête, c'était sûr que le rap, il passait pas, mais quand on a fait le rap, le Bisou Bisou, qui était le premier number, mon gérant m'a dit, parce que mon gérant est totalement bon, il était comme, si tu pars la première soirée, qu'est-ce que tu vas avoir dit? Là? Puis j'ai dit, moi, je veux que les gens me voient rapper, parce qu'il y a un que moi qui fais ça, en humour en ce moment, mis à part l'autre gars qui rappe, là, mais je le connais pas bien, je me rappelle plus de son nom. Mais dans les filles, mettons. Mais il y a personne d'autre. Tu sais, moi, je suis la seule humoriste qui fait du battle rap ou des affaires comme ça. Mm-hmm. Puis je m'étais dit, je veux que les gens ils voient que ça, c'est une de mes aptitudes parce que personne ne connaît ça de moi. Puis au pire, si quelqu'un cherche une fille qui rappe, ben, ils vont savoir, il y a Coco Bellivo. Puis j'étais comme, ça, c'est l'affaire que je veux montrer au monde. Fait que je me suis pointée en faisant ça. Puis à cause que mon match-up était avec Anthony, qui, même avant qu'on décolle, il est venu me voir puis il a dit, tu sais, je suis pas mal sûre que tu vas gagner. Puis j'étais comme, ben non, Anthony, t'es trop drôle. Puis Anthony, en salle, c'était vraiment drôle. Mm-hmm. Puis il savait que lui, ce qu'il fait, ça ressort un petit peu moins bien à la caméra. Puis justement, avec le montage, ça avait rien à voir avec à quel point c'était drôle sur place. Tu comprends? Okay. C'était tellement drôle, j'étais sûre que j'avais perdu. Puis finalement, j'ai pas perdu, j'ai passé à la deuxième. Puis là, quand on a passé à la deuxième, on s'est mis en gear de OK, c'est quoi la prochaine affaire qu'on veut dire? Puis ça a juste été ça jusqu'à la fin. Ceci dit, tu sais, en tout cas, ça a été vraiment un beau voyage, mais je suis contente que je l'ai fait finalement. Ouais. Tu as été nominé au Gala des Oliviers récemment. Ouais. Tu n'as pas gagné, mais comment est-ce que tu as reçu cette nouvelle-là? J'étais vraiment contente parce que, tu sais, nous autres, on a appliqué, parce qu'il faut appliquer pour être en nomination. Tu appliques, puis là, après ça, parmi toutes les applications, ils choisissent les nominés. Puis je savais qu'il y avait plein d'autres gens qui avaient appliqué, qui avaient des excellents numbers, puis j'étais comme, OK. Je suis pas sûre que je vais être pris, mais on s'était dit, moi et mon gérant, qu'on allait essayer puis voir c'était quoi le processus, puis combien ça coûte, puis toutes ces affaires-là. Puis juste comme checker pour voir... tu sais, on l'avait jamais fait. Fait qu'on l'a fait pour la première fois. On s'est donné un budget pour faire ça. Puis on a loqué parce qu'on a été nominé pour vrai. Moi, dans ma tête, j'étais juste comme en train de faire une pratique. Tu sais, je l'aime beaucoup, mon number, là, mais je savais que je n'allais pas gagner pareil. Est-ce que c'était la première fois que tu appliquais pour un Gala des Oliviers? Oui, j'avais jamais fait ça auparavant, mais en même temps, j'avais jamais vraiment fait... Tu sais, j'ai fait plein d'affaires de télé, mais jamais quelque chose où ce que je me suis dit... Mais j'ai d'autres numbers que je trouve qui seraient assez bons ou quoi que ce soit, mais rien que j'avais d'enregistré à ce moment-là ou qui était de cette année-là, parce qu'il faut que tu l'aies fait cette année-là. Fait que j'ai... Ouais, non, je l'avais jamais fait. Je l'avais jamais fait auparavant. OK. Puis comment est-ce que tu as pris la défaite? Ben, je veux dire, le fait que tu pas gagné le numéro. Non, mais je pensais pas que j'allais gagner. Moi, j'étais sûre que Mélanie Ganimé allait gagner. Quoique, tous les numéros étaient bons, mais c'est sûr que moi, dans ma tête, j'étais tout le temps comme... Les femmes. Power. Mais pour moi, je trouvais qu'elle méritait... Tu sais, elle a tellement eu... C'est qui a gagné, finalement? C'est Pierre Hébert. OK. J'étais sûre qu'elle allait gagner. Puis j'étais convaincue. Puis tu sais, elle avait fait... mais elle a tellement des bonnes... En tout cas, j'étais sûre, là, je la regardais, puis j'étais comme... Même, j'avais tu sais, ils nous disent de préparer un speech au cas où, puis j'avais comme... à moitié préparer mon affaire parce que j'étais comme, OK, si jamais j'y vais, je vais dire ça, mais comme, j'ai pas pratiqué, là. J'étais comme, j'espère que je gagne pas parce que ça va être gênant au bout, là. Mais, non, je m'attendais vraiment pas à gagner. Surtout que c'est la première fois. Je pense pas que personne me connaît. J'étais vraiment, puis je suis rentrée dans la salle, là, j'étais assis en arrière, comme dans un coin, là, à côté d'une poubelle, genre. Ça, c'est à quel point j'étais loin, là. Il y avait comme une genre... Est-ce que c'est toi qui choisissais ou est-ce que c'était... Non. Okay, donc c'est déjà défini. Oui, c'est déjà défini. C'est sûr qu'ils mettent les personnes plus connues en avant, là. T'sais, ils vont mettre Mariana Maza en avant, tout ça, parce que... Penses-tu qu'ils ont tendance à mettre ceux qui pensent qu'ils vont gagner en avant? Ou dans un endroit plus visible par la caméra, parce que dans un coin à côté d'une poubelle, je comprends que c'est pas la chose la plus photogénique qui existe. De tout le monde qui était là, c'était moi la personne la moins connue, tu comprends? C'est sûr que j'étais le plus en arrière. Moi, je pense que la manière qu'ils font le seating, c'est vraiment juste pour ce qu'ils veulent montrer le plus pendant le gala. Là. Puis ils vont pas me montrer moi autant qu'ils vont montrer Mariana, parce que personne s'est chié. C'est juste normal. Les gens, ils veulent voir les réactions des personnes qu'ils aiment puis qu'ils connaissent, ça fait longtemps, puis j'ai pas de problème avec ça. Puis j'ai pas mal vécu la défaite dans le sens où je m'attendais vraiment pas de gagner. Quoique peut-être éventuellement je vais en avoir un Olivier ou pas, je care pas vraiment. C'est une belle reconnaissance de l'industrie, mais c'est pas quelque chose qui va faire que j'arrête ou que je continue de faire de l'humour ou qui, tu sais...
C'est juste un beau bonus. La seule affaire que j'ai pas trippé, c'est quand j'ai vu que c'était juste des hommes qui avaient gagné, parce que, tu sais, c'est quelque chose qui pas juste des hommes blancs, c'est... Ben, c'est parce qu'il y a juste ça. Ben non, il y avait Mathieu qui est gay. OK. Il y avait au moins Mathieu, puis il y avait Rita Baga était là. Fait qu'il y avait au moins eux autres qui représentaient tout ce qui est queerness, là, heureusement. Mais j'étais surtout déçue dans le sens... Ben, c'est sûr que c'est ça qui est majoritaire. Puis c'est pour ça... Puis les votes pour les prix, c'est majoritairement des hommes blancs aussi. Puis, tu sais, c'est pas tout... Moi, je pense pas que la majorité... Tu sais, là, je parle statistiquement parlant, puis en général, parce que je sais qu'il y a plein de gars blancs qui trippent sur mon humour, là. Mais je pense que, tu sais, il y a des groupes d'âge masculins blancs qui trippent pas tant ou qui sont pas très curieux à propos de ce que je fais, parce que ça les concerne peut-être moins que ce qu'un autre humoriste fait. Fait que dans cette optique-là, c'est sûr que quand j'ai vu ça, ça m'a un peu découragée en me disant... Tu sais, quand Virginie, elle a dit... Elle a présenté un prix avec Rosalie Valancourt, elle a dit... qu'elle n'a jamais gagné un Olivier, là, j'ai vraiment eu comme... Pas les larmes aux yeux, mais oui. Oui, j'ai braillé un peu quand je l'ai vue, mais c'est parce qu'elle était tellement belle, puis je l'aime tellement. Puis, mais ça m'a comme brisé le cœur un peu dans l'optique où je me suis dit, c'est ma préférée. La personne que moi, je vois comme étant comme... Tu sais, là, ça va... C'est pas mon héros, mais oui, dans un sens. Tu sais, c'est quand même un modèle pour moi, cette personne-là, puis elle a jamais été reconnue par... cette institution-là, pour moi, c'est comme... C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui cloche. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. La société cloche. Le patriarcat, ça affecte tout le monde. On a tout le monde, dans une société patriarcale, ce qu'on vit dedans, tout le monde a des affaires intégrées malgré eux qui ont besoin de travailler dessus. Tout le monde. Femmes, hommes, tout le monde. C'est ça que c'est le patriarcat. Ça fait juste qu'il y a une dynamique intérieure à quelque part qui est débalancé. Fait que oui, il y a de quoi de wrong. Mais il y a de quoi de wrong partout. C'est tellement plus grand que juste ce gars-là. Il y a beaucoup de domaines qui sont majoritairement masculins où c'est difficile. T'sais. Même le rap, c'est majoritairement masculin. T'sais, quand est-ce que j'ai fait du battle rap? Quand j'ai fait mon battle avec Marie Vance, c'était le premier battle femme contre femme qu'il y avait ever eu, parce qu'il n'y avait jamais eu suffisamment de filles en même temps pour faire un battle. Peux-tu croire? Ce qui veut dire deux. Deux en même temps. Il n'y avait jamais eu deux filles en même temps. Et puis, il y a tout le temps eu des filles. Là. Il y a tout le temps eu des filles. Il n'y a presque pas de moment où il n'y a pas eu au moins une fille. Mais il n'y a jamais eu deux filles en même temps. À quel point tu te dis, c'est pas... Puis, tu sais, moi, je me fais écrire par des femmes qui sont comme « Ah, wow, ça a l'air tellement le fun, ça a l'air empowering. » Puis ça l'est, c'est tellement le fun de crier après quelqu'un. Mais tu te fais aussi crier après, ce qui n'est pas tant le fun. Mais moi, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement un milieu encourageant pour tout le monde, là, comme je comprends pourquoi c'est comme que c'est. Puis il y a des dudes qui sont semi, là, il y a du monde vraiment cool, par exemple. J'adore le battle rap. Philly, c'est un grand allié. Puis, en tout cas... Ce goût, ce plaisir que tu as au battle rap, ça t'est venu comment? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ça? Ben, à base, je voulais juste faire du rap, puis j'ai tout le temps aimé chanter, puis faire de la musique, puis toutes ces petites affaires de party de cuisine acadien, là, parce que, tu sais, on fait beaucoup de musique en Acadie, veux pas. C'est un des stéréotypes qui sont vrais, tu sais, c'est vrai. Puis, ça fait que c'était beaucoup dans ma vie, depuis le début, juste de jammer un peu, puis toutes ces affaires-là. Ça fait que j'avais tout le temps fait des petites affaires, puis je fais des petites tunes dans ma vie quand je brosse mes dents, puis blablabla. Puis j'avais arrêté de le faire à un moment donné quand quelqu'un... Il y avait je sais pas, à un certain moment, ça a commencé à me gêner parce que je me rendais compte que c'était pas juste un jeu, puis que c'était plus sérieux que jouer. Tu sais, comme... Moi, je niaisais quand je faisais des raps au début, puis là, à un moment donné, quelqu'un m'a dit « Ah, tu devrais venir rapper chez nous. » Je fais pas du rap, là, je fais juste des niaiseries, là. Puis ça m'a comme gêné, puis j'ai arrêté d'en faire pendant un bout parce que j'avais peur un peu de pas être bonne. Puis c'est une des affaires où j'ai tellement de respect pour la musique que ça m'a stressé. Pas que j'ai pas de respect pour les autres affaires, là, comme... Mais il y a des affaires où ça me dérange pas de me planter puis d'essayer. Mais de la musique, c'est tellement quelque chose qui est comme précis, puis que, tu sais, la mélodie continue. Tu sais, quand tu fuck en humour, là, ça se peut que ça soit le plus beau fuck-up de ta vie. Il y a pas de problème, là. Tu peux... tu peux juste arrêter dans le milieu d'un number puis faire comme « Hey, fuck it, j'ai plus envie de parler de ça. Je suis mal en ce moment. Tout le monde est-tu pas bien? OK, cool, on va parler d'autre chose. » Dans le milieu d'une toune, là, tu peux pas juste couper ou genre... Tu manques un mot, t'es comme « Oh, fuck, je suis rendu où? »
t'es fourré, là. Moi, ça me stressait trop. Mais quand j'étais à l'école d'humour pour un number, à un moment donné, j'ai voulu faire, dans un cours, là, j'ai voulu faire un rap. Puis il y avait MC La Sauce qui était à l'école pendant que j'étais là. MC La Sauce, Ouais. qui est le meilleur nom de tous les temps. Marie-Ève Saucier, qui était dans le programme d'auteur, qui est une rappeuse de Back in the Days. Puis elle aimerait pas que je dise ça. T'es vieille, Marie-Ève. Mais non. Mais ouais, c'est que, tu sais... elle était là, puis j'ai demandé de checker mes affaires parce que je savais qu'elle faisait du rap, puis je la trouvais bien bonne. Puis elle était comme, ben, je pense pas que t'as besoin de beaucoup d'aide sur ton affaire quand elle me l'aurait donné, mais tiens, j'ai fait des propositions, mais c'était vraiment bon. Puis là, j'étais comme, c'était vraiment bon. OK. Puis elle a aimé ça. Ça fait qu'elle m'a proposé à Filigrane pour les Word Up ZooFest, qui sont humoristes versus battle rapper. Tu sais qu'il y a plein de monde qui l'ont fait. Maud Landry, elle l'a fait. Arnaud Soli l'ont fait. Ils sont légendaires. Tout le monde les a trouvés vraiment bons. Ginny Bernatchez l'a fait. Il y a plein de monde qui ont fait ça. Charles Deschamps, qui est un des propriétaires du bordel. Tout le monde l'a fait. Puis c'est super drôle parce que les humoristes sont super bons à roaster puncher. Puis les rappers aussi, mais c'est plus musical. Fait que ça donne vraiment un bon show. Puis là, je l'ai fait. Puis j'ai comme... Je me suis donnée parce que je voulais être vraiment bonne. Puis ça a vraiment donné un fou battle, comme dirait Filigrane. Puis Philly est venu me voir après pour me demander si ça me tentait de les faire pour vrai. Puis honnêtement, j'ai tellement eu de plaisir ce soir-là que j'étais comme, yeah, je veux la ceinture. Puis je suis rentrée, mais en tout cas, j'avais trop de confiance parce que je suis rentrée dans mon battle d'exhibition contre Flower, puis je me suis plantée totalement parce que ça avait rien à voir avec le battle des humoristes, là. C'est totalement un autre public, c'était beaucoup moins agressif, c'était beaucoup plus le fun parce que je pouvais faire n'importe quoi. Puis là, tout le Word Up, c'était plus agressif? Ben c'était plus sérieux, puis ils prennent vraiment ça au sérieux. Tu sais, il y a des gens qui m'ont pris de côté à un moment donné, puis qui m'ont dit, là, c'était un peu sexiste, mais comme qui m'ont pogné, là, puis en fait, comme là, c'est juste une joke pour tout ce site-là, tu peux décoller ici, tu sais. Puis j'étais comme, OK, touche-moi pas, t'as pas de me toucher. J'aime pas ça. C'est la meilleure réponse. Ouais, non, mais c'était comme... Tu même pas ce qu'il dit, juste touche-moi pas. Non, mais il était comme, quoi, t'aimes pas être touché? Ah oui, j'ai vraiment je me suis assassiné avec le gars, là, j'étais comme, quoi, t'aimes pas ça être touché? J'étais comme... Ben, pas par toi. Non, pas par toi. Puis là, il était comme, tu trouves pas ça plaisant quand quelqu'un te touche? J'étais comme, non, pas toi, dude. C'est comme, t'es en train de me parler d'une... T'es mean. T'es en train de me faire la morale, puis tu me touches. C'est ça, mais c'est vraiment sérieux pour beaucoup de monde. Puis c'est sérieux. Je suis d'accord que c'est sérieux. Puis après que j'ai eu cette conversation-là, quoique... C'est parce que moi, j'avais jamais vu un vrai battle. OK. J'avais juste rentré là-dedans en me disant, ouais, je suis bonne à ce site-là. Finalement, j'ai trouvé de quoi que je suis bonne. Puis là, je me suis comme plantée, j'ai eu un blanc parce que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans le cypher. C'est pas comme un public régulier, là. Le monde sont sur toi, le monde crie pendant que tu parles. C'est autre chose. C'est beaucoup plus d'énergie que ce qu'un show de stand-up est. Puis c'est comme powerful. J'ai jamais été habituée de gérer ce niveau d'énergie-là. Mais ça m'a été utile, tu sais. J'ai joué à la Place des Arts devant 15 000 personnes là, pour la soirée. J'étais encore jeune à un moment donné, après avoir fait plusieurs battles. Puis je pense que si j'avais pas fait des cyphers, j'aurais pas été capable de gérer autant de personnes. OK. Fait que ça m'a aidé dans ma vie. Mais, puis, tu sais, déjà, le rap, ça m'aide dans ma rythmique humoristique aussi parce qu'il y a de la musicalité dans comment on parle, là, puis toutes ces affaires-là, puis comment les sauces sonnent, puis pourquoi, tu sais, cousu formé, là, ça sonne bien. Anyway, tout pour dire, j'ai eu des blancs pitonnants, puis après ça, j'ai commencé à vraiment le plus le prendre au sérieux. Pas nécessairement à cause du gars, mais ça m'a comme fait un déclic que fallait que je change d'attitude, là, puis je pouvais pas être juste comme ha ha ha. Puis je suis revenue agressive, puis ça m'a fait du bien de faire quelque chose où c'est sérieux. En Okay. fait, j'ai préféré ça quand j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Parce que, tu sais, l'humour, je prends ça au sérieux, mais ça n'a pas l'air comme si tu prends ça au sérieux. C'est ça l'affaire. C'est comme un sérieux qui n'est pas sérieux. C'est fou. C'est tellement léger. Puis de faire quelque chose qui est comme lourd, c'était... Fire. Mais ça vient chercher un autre côté de moi que j'avais pas été capable de sortir, qui est mon côté plus fâché. Puis à cette heure, je peux sortir plus ce côté-là en humour, mais d'une façon plus contrôlée parce que je suis venue en connexion avec ça à travers du battle rap. Wow. Ouais. Mes réponses sont longues. C'est correct. Ben, Coco, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour la discussion qu'on vient d'avoir. C'est super le fun. Merci pour tes super bonnes questions. Ben, ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre? J'ai vu que tu avais commencé un podcast 50 nuances de coco. Oui, effectivement. Okay. C'est que ça, c'est sur Twitch. Ça se passe live les samedis. Il y en a un, pas mal tous les samedis, dépendamment des horaires. Là. C'est sûr que, mec, les shows recommencent, je peux pas promettre. Mais tous les épisodes qui ont été enregistrés jusqu'à date sont sur YouTube. Là. C'est assez absurde comme podcast. Ça a l'air plus d'un brainstorm. Je fais ça avec mon auteur, Marianne Terrien, avec qui je travaille souvent, puis elle me donne des exercices, puis on passe à travers des idées. Puis en tout cas, c'est vraiment agréable. Sinon, j'ai mon site web www.cocobellivo.com où on peut trouver tous mes liens YouTube, Twitch, Instagram où je fais beaucoup de posts humoristiques, des stories, Facebook où je pose beaucoup de jokes. Fait que, tu sais, dépendamment de ce qui vous fait triper, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes. Là. C'est sûr que je poste pas mal sur tout, sauf TikTok. Je suis comme pas... je suis pas assidue, mais j'en écoute beaucoup. Ah oui? Ah, j'adore. Mais ouais, c'est que j'ai toutes mes affaires là. J'ai mon Bandcamp aussi sur mon site web aussi. Ouais, exact. Puis, mais sinon, pour ceux qui veulent l'écouter en gratuit, vous pouvez l'écouter sur Spotify. Puis éventuellement, je vais avoir des redevances, j'imagine. Là. Évidemment. Mais tu sais, c'est moins. Mais vraiment, si vous voulez me donner de l'argent, c'est Bandcamp. Yeah. Direct dans ma poche. All right. Ben, merci beaucoup. That's it. Yes, sir. Ciao, ciao.